Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut à tous et à toutes. Ici Nicoton. Bienvenue à Jeux Confidence, épisode 22. J'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va jaser, On va jaser de plein de petites patentes. Il y a aussi une petite entrevue que j'ai préparée pour vous dans cet épisode, en fait, avec le réalisateur du film Farador qui va sortir incessamment. Donc, quelque part dans l'épisode, là, vous allez retrouver cet entretien-là que j'ai eu avec Édouard Tremblay, réalisateur. Avez-vous joué à pas mal d'affaires cette semaine? Ben moi, pas pire, tu sais, pas pire. Ça n'a pas été, encore une fois, faramineux, mais c'est pas grave. On a joué à quelques jeux en ce super congé de Pâques. 4 jours de congé. My God, que ça a été le fun et reposant. On en a profité en masse. J'ai fait une super trouvaille. En fait, c'est pas une trouvaille parce que c'est mon ami Francis et mon ami Marie-Claude qui ont découvert ce truc que je vous partage maintenant avec vous. C'est des petites lampes, en fait, des petites lampes rechargeables qu'on peut mettre sur une table, en fait, qui sont vraiment, vraiment parfaites pour jouer à des jeux de société. Donc, ça a là une dizaine de pouces de haut. C'est pas des lampes très lourdes, mais c'est quand même bien fait. Puis ces lampes-là, on les recharge là, via un fil avec une plug USB. Donc, tu peux brancher ça, si tu veux, dans ton ordi ou bien dans une plug, là. Puis, c'est des lampes qui vont éclairer la table, en fait, qui vont éclairer le board, le jeu. Vraiment le fun, ça ajoute vraiment une super ambiance. Si vous voulez voir ça, allez checker sur mon Facebook, puis sur mon Instagram aussi, je pense, j'ai mis une photo de ça. Là. J'ai fait une game de Sabika. Sabika! Donc, avec ces deux petites lampes-là, puis à un moment donné, j'ai même enlevé tout autre éclairage. J'ai juste laissé ces deux petites lampes-là. Écoutez, ça faisait une petite ambiance cosy, là. Vraiment, là, pas piquer des verres, là, vraiment cool. Fait que c'est des petites lampes on peut choisir aussi la couleur, en fait, la chaleur de la lumière. Donc, on peut y aller avec une lumière très polaire. Si on aime l'ambiance pharmacie ou hôpital, on a une ambiance plus chaude, là. Qui va plus aller chercher dans le Hygge scandinave. Puis, on a une espèce d'entre-deux. Là. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Faut aller checker ça. Je vous laisserai bien le lien, le partage sur Amazon. Mais ça prendrait 5 minutes juste vous dire ce lien-là. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Amazon, là, ça s'appelle... lampe, hey my God, je trouve pas, parce que c'est ça, des petites lampes de bureau, l'eau de 2 lampes de table sans fil, rechargeables. Donc, regardez ça, si vous avez le goût de mettre une petite ambiance. Puis c'est quand même bien pratique aussi, pour ceux qui ont besoin de plus de lumière, là, les gens des fois plus vieux, là, les vieux joueurs, là, qui voient un peu mal là, dans les ambiances tamisées. Donc, c'est très pratique pour ça. Puis si vous êtes comme moi, que vous aimez ça, avoir une ambiance qui soit enveloppante, là, chaleureuse, c'est vraiment une bonne idée, ces petites lampes-là. Oui, ça m'amène à vous parler que j'ai rejoué à Sabika. Donc, ce jeu-là, ça vaut vraiment la peine d'y rejouer parce que j'avais déjà aimé ça à ma première partie, mais je vous dirais que ma deuxième game a été encore plus... le fun, concluante, c'est normal, hein? On sait plus qu'est-ce qu'on fait, on commence plus à regarder là, les possibilités qui s'offrent à nous, au lieu juste d'essayer des patentes un peu à l'aveuglette. En tout cas, moi, c'est beaucoup mon style de jeu. Je pense que j'ai pas assez d'expérience là, dans les jeux pour, mettons qu'on m'explique un jeu, c'est la première fois que je joue ou que je viens de l'apprendre dans un livret de règles pour des vidéos tutoriels, là. Puis dès ma première game, je vais tout de suite être super performant dans le genre de stratégie qu'il faut prioriser, donner la priorité. Puis c'est ça. Fait que moi, souvent, mes premières games, j'essaye tout ce que je peux faire. Fait que sans aucune intention de gagner, parce que je sais de toute façon que c'est très rare que ça va arriver.
Donc, j'essaye des patentes le plus que je peux pour qu'à ma deuxième game, idéalement, s'il y en aura une, que je puisse être meilleur. Fait que c'est ça qui s'est passé avec Sabika. Dans le sens que j'avais vraiment plus le sentiment de savoir ce que je faisais, puis je m'amusais beaucoup là, avec la rondelle là, qui est au centre de ce jeu-là, cette espèce de rondelle-là de 3 cercles concentriques sur lesquels on peut faire les actions avec les 3 types de personnages qu'on a. Donc, yes, super game. Ça a été une game en solo, ce coup-là. Puis, j'ai fait ça bien tranquille. Les enfants étaient couchés, la blonde était partie veiller quelque part. Fait que moi, je me suis dit, m'a m'installer bien confort sur ma table avec ma petite lumière tamisée, là, puis je vais me mettre de la musique du Moyen-Orient, puis je vais jouer à Sabika. Fait que le mode solo est très cool, très bien fait. C'est le fun, un solo, quand ça coule bien, que tu n'as pas trop de manip à faire, de manipulation, bouger des affaires, là. C'est quand même... non, ça se fait vraiment très bien. Donc, Sabika, j'ai hâte encore une fois de rejouer à ce jeu-là. Je sens que ma 3e game va être encore plus le fun. Puis à ce moment-là, je vais peut-être être capable de battre ma blonde qui, à ce type de jeu, est très bonne. Très, très performante. On a rejoué aussi à Tiletum. Tiletum. Puis, ce jeu-là est vraiment, vraiment le fun. Là. C'est un... quand on aime les euros, on joue à ce jeu-là, on se retrouve vraiment dans nos bottines, dans notre univers, dans nos raquettes, dans nos bas, dans le sens que c'est vraiment... Tout est là pour qu'on tripe si on aime les euros. Donc, je me suis fait planter. Bien correct, encore une fois. T'es un peu déçu parce que j'avais l'impression de faire les bons moves, mais tu sais, finalement, pas assez. J'avais l'impression que ça fait plusieurs fois que je dis que je perds des parties. Mais c'est ça. Si je regarde mes stats là, sur Board Game Geek Stats, j'ai environ... On est pas mal égal, mais moi, j'ai environ 50% là, de victoire at large. Ça veut dire que je gagne une fois sur 2. Fait que c'est pas si pire. Fait que c'est ça, on a rejoué à Tiletum, puis j'ai l'impression que je vais aussi vouloir essayer le mode solo, juste voir là, s'il se fait bien aussi. C'est le fun une fois de temps en temps, un gros euro, là, tu sais, mais si t'as pas nécessairement les joueurs avec qui jouer, tu peux quand même faire des games tout seul, puis ça te permet de te pratiquer au jeu, puis d'explorer plus d'avenues, puis tout, fait que c'est bien le fun. Fait que, ouais, Tiletum, toujours très concluant. Ce jeu. Je me suis rendu compte, moi, des fois que j'aime ça jouer, même si c'est des jeux qui se jouent à plusieurs. Surtout dans les jeux, je pense qu'il y a moins d'interactivité. Ce qui est le fun aussi, c'est de jouer en essayant de battre son propre score. Autrement dit, de se mettre un objectif au-delà de vouloir battre l'autre. Parce que ça, des fois, ça peut être un peu... pas décourageant, mais quand ça fait plusieurs fois que tu te fais battre à un jeu, mais tu as le goût de jouer quand même, tu sais, une façon peut-être de te donner des challenges, c'est d'essayer de battre ton propre score au lieu d'essayer de battre ton arch enemy qui est pas battable comme Anne-Julie à Tiletum. On a joué à Wingspan, donc Wingspan, extension Asie. On a ajouté à ça les oiseaux de l'extension Océanie pour jouer aussi avec les nectars. Donc, parce que les nectars, c'est le fun. J'ai l'impression que ça me tenterait plus de jouer sans les nectars, en fait. Cette fois-ci, j'ai gagné. Donc, très belle victoire à Wingspan, avec environ 20 points d'avance. Pour une fois, j'ai réussi à avoir beaucoup de cartes objectifs et à les remplir pas mal toutes. Pas tout au max, mais quand même, là, le fait d'en remplir plein minimalement, là, ça m'a fait quand même pas mal de points. C'est le fun, l'extension Asie avec le plateau central, là, puis les petits jetons qu'on met pour remplir des objectifs. C'est pas révolutionnaire, c'est correct, c'est le fun. À deux, ça ajoute de quoi, mais je serais pas prêt à dire que cette version duo-là est nécessairement meilleure que le jeu de base juste à deux. Là, je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez essayé.
Toujours le fun, un Wingspan, là, une fois de temps en temps. C'est vraiment à capoter dans ce jeu-là, à quel point les games se ressemblent jamais. C'est toujours des nouvelles stratégies, façon de faire des points, tout dépendant de la combinaison de tes oiseaux sur ton tableau. Très le fun. Wingspan, très, très, très le fun. Sinon, ben c'est ça, là, c'est tous des jeux sur lesquels je passe assez rapidement parce que je vous en ai déjà parlé ou que vous les connaissez très bien. Bon, on a refait évidemment des games de famille de party, là, genre Skull King, c'est Salt and Papers, on a tout fait ça, là, évidemment. J'ai joué à Reef aussi. Le jeu Reef, un jeu méconnu. Donc, R-E-E-F. Encore une fois, ça se passe un peu comme Aquatica dans la mer. Cette fois-ci, on construit des coraux. Donc, pluriel de corail. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'on fait on construit des coraux. Puis, celui qui a fait ce jeu-là, c'est le même qui a fait la trilogie Century. Donc, Monsieur Emerson Matsuoshi. Reef qui est 7 sur 10 sur BGG, un jeu de 2018. Donc, 194e côté famille, abstrait 37e, pas si pire. Sinon, overall, 747e. Donc, pour un moment donné, ça ne veut plus rien dire quand tu es rendu 747e. Anyway. Complexité d'1.8 sur 5. Donc, c'est un jeu abstrait que moi, je trouve vraiment le fun, en fait. Donc, il faut réussir à faire des patterns avec nos 4 couleurs de coraux. Puis, c'est comme sur un carré de c'est quoi donc? C'est-tu 4 par 4 ou 5 par 5? Je pense que c'est 5 par... Attends. 1, 2, 1... je pense, en tout cas, c'est un petit carré, puis là, tu mets des coraux là-dessus. Puis, ces coraux-là s'empilent, en fait. C'est ça qui est cool. Fait que les patterns que tu vas faire, ça va toujours être les patterns qui vont être visibles de haut, en fait. Donc, des fois, il y a une hauteur qui va être demandée. Mettons, tu as besoin d'un jaune puis d'un vert qui sont placés en diagonale, adjacents diagonalement de 2 de haut, par exemple, ou de 2 ou plus. Ou pas du tout, où la hauteur n'a pas d'importance. Fait que là, tu peux faire des patterns, tu regardes ton truc de haut, puis même si tu as des trucs qui sont à 4 de hauteur, 2, 1 de hauteur, ça n'a pas d'importance tant que ton pattern est fait vu de haut. C'est un jeu qui est le fun, qui coule très bien. La particularité aussi, c'est que pour faire des patterns, il faut avoir une carte qui montre le pattern en question. Mais cette carte-là, en fait, quand on la joue, on va aller chercher, il y a deux sections sur la carte. Donc, il y a une section où on va chercher des tuiles dans le marché, dans la réserve. Puis, en même temps, si on peut, on fait le pattern que sur la carte. Donc, c'est d'essayer de trouver un moyen d'aller chercher les bons jetons en faisant des patterns. Fait qu'il faut joindre ces deux actions-là, idéalement, pour être le plus efficace possible. Parce qu'il faut être efficace étant donné que une fois qu'on vide la réserve d'une des 4 couleurs, la partie se termine. Donc, comme ça, on va aller faire des patterns, ramasser des points, puis... bon, à chaque fois si on fait un pattern plusieurs fois en même temps, on fait ce nombre de points-là fois le nombre de fois qu'on fait le pattern. Bref, bien sympathique. Nous, ça fait un bout qu'on l'a, ce jeu-là, Reef, puis on l'aime bien. Très le fun. Je pourrais mentionner aussi que Emerson Matsuoshi, c'est lui qui a fait un jeu qui vient de sortir, en fait, Foundations of Rome. En fait, je ne sais pas s'il a juste été kickstarté ou il est arrivé en boutique. Bref, Foundations of Rome, qui est un jeu très particulier, là, qui est une immense boîte où on construit la ville de Rome. Puis les pièces dans ce jeu-là sont toutes en 3 dimensions. Là. Le jeu est extrêmement très élaboré. Là. La production du jeu est hallucinante, en fait, de ce jeu-là. Particulier aussi pour un jeu... qui est somme toute assez peu complexe là, de ce que j'en ai entendu parler. Donc, Foundations of Rome, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont essayé. Je serais curieux, moi, là, ça a l'air d'un jeu particulier, en fait. Donc, j'étais surpris de voir à quel point, pour la qualité de la production de ce jeu-là, un jeu qui coûte au-dessus de 250$,
qui ait une complexité, bref, là, très basse, finalement. Sinon, ben, j'ai continué à gérer mon épopée, mon vaisseau dans ISS Vanguard. Donc, ben là, je suis passé à la deuxième étape, là. Donc, après avoir exploré la planète, ben là, il faut que j'ouvre mon cartable, mon livre de vaisseau, puis que je gère mon équipage. Donc, c'est bien le fun, en fait. Là, c'est toujours une partie où il y a des membres de l'équipage dont on s'est servi pour l'exploration qui vont aller se reposer. Sinon, on sort tous les employés, les membres de l'équipage qui sont disponibles. Puis à partir de là, ben, on peut soit en assigner certains de ces employés-là à certaines tâches. Puis selon leur niveau, ben ça va donner des boosts. Donc pour ces tâches-là, en fait. Donc si jamais on veut recruter, si on veut entraîner d'autres membres de l'équipage, on peut aussi, il y a comme on peut faire de la production. Donc on va avancer la production de certaines pièces d'équipement, par exemple pour le vaisseau, pour nos personnages. On a aussi des projets de recherche qu'on peut faire avancer. Puis il y a certains de ces projets de recherche-là qu'on va avoir trouvés sur des planètes. Bref, toute cette étape-là, c'est vraiment, de se déplacer dans l'espace puis de trouver une destination. Puis, une fois que ça c'est fait, on gère notre équipe, on gère notre équipage, on gère nos équipements, en fait, tout ce qui concerne le vaisseau, en fait, on a aussi ce qu'on appelle des landers, c'est-à-dire les petits vaisseaux qu'on envoie sur les planètes, on peut les équiper, on peut les renforcer. Donc, une fois que tout ça est fait, ben là, on prépare la prochaine mission. Donc là, on va sélectionner les personnages qu'on veut pour la mission. On sélectionne le vaisseau qu'on veut prendre pour aller sur la planète. Puis là, on a comme une espèce un genre de forecast, là. On peut voir, en dépensant de l'énergie, avoir des indices un peu de ce qui nous attend sur la prochaine planète. Donc, on peut, à partir de cette information-là, sélectionner quel membre d'équipage en particulier on veut, avec quelle capacité spéciale. Mais aussi, là, parce qu'il va tout falloir gérer l'atterrissage, en fait. Même ça, ça fait partie du jeu. Donc, l'entrée dans l'atmosphère du vaisseau, l'atterrissage, donc c'est pas fait, là. En partant, avant d'explorer la planète, il faut atterrir. Donc là, il se peut, comme même la dernière fois, sur la deuxième planète que j'ai voulu visiter, il y avait des débris dans l'atmosphère. Puis il a fallu, que je sacrifie, j'avais le choix entre soit sacrifier des rations, ce qu'ils appellent des supplies, là, des provisions en fait. Donc il a fallu que j'en sacrifie quelques-unes. J'avais le choix entre ça ou blesser certains de mes personnages. Donc je me suis dit, je vais sacrifier des rations. Fait que mon atterrissage n'a pas été de tout repos. J'ai réussi à me rendre finalement, mais j'ai comme starté mon exploration déjà avec quelques malus. Fait que vous voyez comme tout est comme calculé, mais c'est pas trop complexe, c'est pas lourd en même temps. C'est le fun à faire parce que c'est super bien. T'es vraiment bien guidé dans toutes ces opérations-là, puis c'est le fun en même temps parce que tu peux vraiment visualiser là, l'histoire, puis les péripéties, puis qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est très, très immersif pour ça. Je trouve que c'est une grande, grande qualité de jeu-là, puis c'est ça que j'aime. Donc, c'est ça. Une fois qu'on est... En fait, je vous parlais des provisions, ces provisions-là sont super importantes parce que pendant le jeu, pendant qu'on explore sur la planète, on a des dés qu'on va utiliser, comme je vous parlais la dernière fois. Donc, on choisit des dés, on les brasse, puis une fois que ces dés-là sont brassés, on les met de côté. Puis pour pouvoir réutiliser les dés, en fait, il faut se reposer. Puis pour se reposer, il faut des provisions. Donc, il arrive un moment où tu peux plus renouveler tes dés de cette façon-là parce que tu n'as plus de provisions. Donc, il y a des moyens, des fois, sur la planète pour aller chercher des nouvelles provisions. Mais d'autres fois, la seule façon de renouveler tes dés, c'est d'en sacrifier un. Hein? Tu vois la game, là? Fait que à un moment donné, tu dis, OK, j'ai plus de provisions, j'ai pas le choix, faut que je continue ma mission. Fait que je vais sacrifier un dé pour pouvoir continuer. Fait que ça aussi, c'est le fun, puis c'est très... thématiquement, ça fait du sens. C'est-à-dire que plus tu restes longtemps sur la planète, plus tes bonhommes sont fatigués, moins il y a de provisions,
plus c'est difficile d'accomplir les tâches. Fait que bref, il ne faut pas que tu t'attardes trop, il ne faut pas que tu niaises trop là. Elon Musk doit en savoir un chapitre là-dessus par rapport à la planète Mars et cette expédition qu'il prépare de son côté. Donc, voilà pour ISS Vanguard. Fait que j'ai complété une deuxième exploration de planète. Ça a été pas pire. Personne n'est mort, mais tout le monde était blessé, par exemple. Fait que là, c'est assez cool parce que là, quand tu reviens dans ton vaisseau après, ben les bonhommes qui sont blessés, il faut que tu les mettes à l'infirmerie. Puis eux autres, ils vont guérir plus ou moins rapidement selon la gravité de leur blessure. Fait que si tu as une blessure, ben tu vas probablement rester à l'infirmerie un tour ou un cycle de partie. Mais plus tu es blessé, plus tu es magané à ce niveau-là, ben plus ton bonhomme, ça va être long avant que tu le retrouves parce qu'il va être plus longtemps en train d'être traité à l'infirmerie. Fait que tout est vraiment pensé, c'est vraiment super. Les projets de recherche, même à faire. Si tu dis, OK, je mets telle technologie en recherche, ben il y a plusieurs niveaux, ça va avancer tranquillement, puis éventuellement, cette technologie-là va être produite ou complétée. Puis là, ça va t'ajouter soit des équipements, des nouvelles technologies pour tes bonhommes, pour ton vaisseau, pour qu'il soit plus performant quand il traverse une atmosphère pleine de débris, de plastique qui flotte. Donc, vraiment là, impressionné, vraiment impressionné. Faut quand même avoir du temps devant soi pour avancer la partie, mais en même temps, si tu es capable de laisser ta game sur une table, comme moi je l'ai fait, là, en suspens, ben ça va aussi. T'es pas obligé, t'es pas pogné pour compléter ton heure et demie, 2 heures de mission du moment où tu peux laisser ton jeu en plan sur une table. Chose que je pouvais moins faire avant, mais là j'ai trouvé une façon de le faire là, sans que mon chat vienne tout focailler puis jouer avec mes pions puis tout ça. Fait que voilà, ISS Vanguard que je vais continuer, je crois. Je sais pas si je vais finir ce jeu-là, parce que ça m'a l'air d'être assez gargantuesque là, comme histoire, comme mission. Fait que je sais pas si je vais-tu mener ça jusqu'au bout. Bonne question. J'espère que oui, parce que l'histoire est très bien écrite. Fait que ça te donne le goût de continuer, ça te donne le goût de continuer à en apprendre plus là-dessus, ça te donne le goût de faire progresser tes personnages, faire progresser leur histoire. Fait que, mais c'est ça. Je sens que c'est s'engager là-dedans, c'est un gros contrat. C'est pas comme avoir un enfant ou te marier ou construire une maison. Mais, c'est quand même, c'est ça, c'est un bon engagement. Mais bon, le principal, c'est d'avoir du fun, puis éventuellement, je verrai là, si l'intérêt va, comment je pourrais dire ça, toffer jusqu'au bout. Je pense que oui, mais en tout cas, vous allez le savoir, je vais vous tenir au courant, c'est sûr, par rapport à ça. Et voilà pour ce jeu. Sinon, ben, je suis allé chez mon frérot. Je me suis payé une petite visite chez mon bro là, pour aller jouer à des petits jeux. En fait, des petits jeux, gros jeux. En fait, c'est le fun. On a vraiment joué à deux jeux que ça faisait longtemps que je voulais essayer et que je ne possède pas dans ma ludothèque. Donc, ce fut, puis en même temps, l'occasion de voir mon frère, puis de jaser, puis de se mettre à jour, tu sais, comprends-tu? Fait que, c'est ça, Phil, mon frère, il m'a montré, premièrement, le jeu Architecte. Donc, un de ces fameux jeux de cette fameuse trilogie, donc, qui comprend Architecte, Vicomte et Paladin. Donc, j'ai joué à Vicomte, j'ai joué à Architecte, il va juste me rester Paladin. C'est celui que j'ai chez nous. Fait que, tu sais, il n'en tient qu'à moi de jouer à ce jeu. D'ailleurs, que je néglige, en fait, et que ça fait longtemps que j'aurais dû essayer, étant donné que c'est un pref, là, dans les prefs de plusieurs de mes amis. Fait qu'il faut que j'essaye ça. Écoutez, Architecte, ben, on se retrouve dans le même univers, avec les mêmes illustrations. Même, je pense qu'il y a des personnages qui reviennent, si je me trompe pas, parce que je reconnaissais des personnages dans le jeu que j'avais vu aussi dans Vicomte. Donc, je tombe des nues. Il y a une unité entre ces jeux assez incroyable. On comprend que c'est une trilogie, finalement.
Donc, architecte, ben c'est ça, le nom le dit. Dans ce jeu-là, il faut construire des affaires, des constructions. Puis, en fait, je dirais l'attrait principal ou la caractéristique principale de ce jeu-là, bon, vous le connaissez sûrement, je parle sûrement dans le vide, mais c'est pas grave, j'aime ça en parler parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Le fait qu'on a en partant là, une grosse compagnie, une grosse ribambelle d'ouvriers, en fait. Je ne sais pas exactement c'est quoi le nom, mais on part avec beaucoup. Puis bon, sur le board, là, on va aller faire des actions. Donc, évidemment, chercher des ressources, on va aller pouvoir construire des affaires, puis c'est ça, plein d'actions variées. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est pas grave, vous voyez le principe, mais ce qui se passe là, c'est que, bon, on va aller mettre un ouvrier sur un endroit, puis là, puisqu'il y a un ouvrier, mettons, je fais une pierre, mais dans un tour subséquent, si je mets un deuxième ouvrier à cet endroit-là, bien là, je vais faire 2 pierres. Fait que tu comprends, il y a comme une accumulation d'ouvriers. Moi, bon, c'était ma première partie, fait que j'expérimentais. Évidemment, expérimenter souvent veut dire faire un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Fait que ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu éparpillé sur la map. Donc, plein de petites actions, mais aucune action substantielle. Donc, vu que j'avais pas beaucoup d'ouvriers à un endroit en particulier, là, pas tant que ça. Mais je voyais mon frère aller, tu sais, puis lui, il avait joué beaucoup, là, quand même pas mal, puis il était bon, là. Fait que, tu sais, c'était un bon exemple à suivre. Fait que c'est ça, au fil des tours, ben les ouvriers s'accumulent. Puis, en fait, ce qui se passe à un moment donné, c'est que tu peux décider de capturer les ouvriers de ton adversaire, de ton ou tes adversaires. Fait que ça, c'est assez capoté. Fait que tu as une action pour aller dire, mettons, tes 4 ouvriers là, que tu as mis dans la carrière, là, ben c'est bien de valeur, mais ils vont en prison. Fait que là, tu prends ces 4 ouvriers-là, tu les mets sur ton board à toi, puis c'est comme s'ils étaient, ben c'est ça, là, tu sais, tu les as kidnappés. Donc, ils attendent juste d'être mis en prison. Éventuellement, tu peux aller les porter en prison pour faire la pièce avec eux autres, tu comprends-tu? Puis, une fois qu'ils sont en prison, si tu veux, l'autre personne peut aller libérer ses propres ouvriers en allant faire une action. Fait que c'est le fun, tu sais, il y a comme cet espace-là dans le jeu pour aller mitiger un peu les actions de l'autre. Quand tu vois que l'autre commence à abuser, là, puis qu'il y a 5 ouvriers quelque part, puis qu'il se ramasse 5 roches à chaque tour, ben, tu te dis, ben là, ça va faire, mon homme, là. Hein? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un bout, là. Fait que tu vas capturer ces ouvriers, puis bon, tu peux faire des points avec ça. Fait qu'à cause de ça, ben l'interactivité du jeu est très est le fun à cause de ça. Fait qu'on regarde beaucoup ce que l'autre fait, puis on peut aller, c'est ça, influencer un peu sa game, la game de l'autre. Sinon, ben on reste vraiment dans l'univers de ces jeux-là, là, tu sais, même si Vicomte est un jeu très différent, là, Vicomte c'est une rondelle, bon, mais il y a quand même des personnages que tu vas aller chercher, qui vont te donner des capacités de construction en particulier, là, donc tu vas avoir des personnages avec, mettons, une icône de pioche ou de marteau, en tout cas, qui ont chacun leur spécialité. Puis il y a certains bâtiments que tu vas juste pouvoir construire si tu as dans ton jeu devant toi ces capacités-là. Fait que tu as les personnages, tu as les buildings, en tout cas les constructions que tu peux faire. Tu peux aussi aller construire une cathédrale. Donc, le thème cathédrale dans les jeux de société, c'est toujours un peu là, que tout le monde participe à faire la cathédrale. Puis bon, dans ce jeu-là, tu montes d'étage en étage. Plus tu construis la cathédrale, plus tu fais de points, plus tu fais de bonus. À chaque fois que tu construis dans ce jeu-là aussi, tu vas en quelque part sacrifier un ouvrier, c'est-à-dire que tu vas le placer dans un espace. Tu construis ta bâtisse, mais cet ouvrier-là, il va rester sur cet espace-là. Tu ne le retrouveras pas. C'est triste. Fait que c'est ça. Tu lui dis bye-bye, puis tu vas le poser, tu le couches sur le board, puis tu dis repose-toi. Tu as enfin maintenant la chance de regarder en arrière tes accomplissements et te reposer. Bon repos. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, dépendant du nombre de joueurs, après un certain nombre d'ouvriers qui ont été sacrifiés pour construire, là, entre guillemets, la game se termine, puis on compte les points, puis on réalise qu'on a perdu parce qu'on s'est trop éparpillé, puis on a trop essayé d'affaires par rapport.
Bref, bien content d'avoir essayé le jeu-là, Architecte. Bon, ça faisait belle lurette, une secousse que j'en entendais parler. Puis, bon, je suis content d'avoir joué. Évidemment, première partie, fait que c'est dur de donner mon avis, mais j'ai aimé ma game. J'ai aimé le concept là, d'aller capturer les ouvriers de l'autre joueur, puis c'est ça, le principe d'accumulation, puis tout. Fait que ouais, c'est un bon jeu. Probablement, éventuellement, que je vais me le pogner quelque part. En même temps, c'est ça, là, tu sais, maintenant, on arrive à un point où on a tellement de jeux, puis on se dit, ben, coudonc, au pire, ça sera un jeu que je jouerai quand j'irai chez mon frère, par exemple, ou chez mon ami. Bon, on n'est pas obligé de tout avoir, hein? Même si notre cerveau reptilien, ludique, pense pas la même affaire. Donc, voilà pour Architecte. Sinon, on a joué aussi à un autre jeu que ça fait un bout que je voulais essayer. Creature Comfort. Creature Comfort. Donc, confort des créatures. Ça, c'est un jeu qui vient vraiment là zignaler des cordes dans mon cœur. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est... je vous en ai parlé souvent, tu sais, petit feu, petit chocolat chaud sur le bord du feu, bas de laine, doudoune, gros tapis, confort, pantoufles, tu sais, tout ce qui nous réconforte là, durant les hivers frigorifiants et froids. Donc, Creature Comfort, ben, c'est un peu ça. T'es des animaux. Déjà en partant, c'est le fun. T'sais, des petits animaux cute, avec un style artistique très cute aussi, un peu de livre pour enfants. Mais détrompez-vous, ce jeu n'est pas pour enfants du tout. Oui, il peut attirer les gens de la famille variés de tout âge, mais je trouve que c'est un jeu qui est très, très pertinent pour les adultes aussi. Si évidemment, si on est dans... Ça ne dérange pas là, d'être dans un univers cute comme ça, mais tu sais, ceux que ça dérange, je trouve qu'ils ont un peu un problème. En tout cas, c'est une blague. Fait que c'est ça, le jeu Creature Comfort, ben, c'est un peu le thème de, bon, les saisons passent, on doit faire des provisions, puis tu sais, s'équiper le plus possible pour traverser l'hiver en étant confortable dans sa chaumière. La première fois que j'avais vu ce jeu-là, en fait, c'est drôle parce que j'ai comme eu un feeling de, hein, genre, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, un genre d'imitation cheap de Everdell ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion-là. Peut-être parce que j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là. Le format de la boîte aussi est comme, tu sais, juste un peu particulier. Je sais pas. Je me suis dit, mais finalement, ça avait pas rapport parce que, écoute, ce jeu-là, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, il s'est vendu comme des petits pains chauds, hein? Comme des petits pains chauds avec un peu de beurre fondant dessus. Creature Comfort, 7.6 sur 10 sur BGG. Donc, quand même, là, pas pire, tu sais. Complexité de 2.34 sur 5 pour être bien précis. De 1 à 5 joueurs. C'est Roberta Taylor qui a fait ce jeu-là et ça a été illustré par Shauna J.C. Tenney. Donc, souvenez-vous bien de ça, bien important. Voilà, donc Creature Comfort, en fait, c'est un jeu qui joue, c'est un placement de dés. Fait qu'en partant, ça c'est winner pour moi. Fait que le thème, c'est winner. Le placement de dés, c'est winner parce que j'aime vraiment ça. Fait que ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a chacun 2 dés, OK? Puis, à chaque partie de la saison, mettons, à l'automne, il va y avoir quelques manches durant l'automne, puis là, on va lancer nos dés. Puis là, on regarde sur le board, OK, quelles actions que je peux faire avec ces dés-là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi 4 dés blancs qui vont être jetés et dont tout le monde va pouvoir se servir chacun son tour. Donc, il y a un gros, je dirais pas, ben peut-être pouce taloc ou une espèce de tu prends un peu une chance, tu sais, en disant, OK, mes 2 dés, c'est ça, mais, tu sais, sur 4 dés, il va sûrement sortir un 6 ou un 5. Puis là, je vais pouvoir aller faire ma suite de 2, 3, 4 ou 3, 4, 5. Tu comprends? Fait qu'il y a un peu une espèce, tu prends une chance. Tu te dis, OK, avec ces 2 dés-là, je suis sûr de pouvoir faire telle action. Puis pour aller faire ces actions-là, qui ont absolument besoin de 3 dés, par exemple, ou qui n'ont pas du tout la valeur qu'il y a sur mes propres dés, ben, je vais prendre une chance. Tu sais, je vais dire, OK, je vais prendre la chance que les 4 dés blancs vont avoir le résultat que je veux. Bref, une fois que les dés blancs sont jetés, ben là, chacun notre tour, on va aller faire nos actions en plaçant nos dés.
avec nos petits ouvriers. Fait qu'on met notre petit hérisson accompagné du dé. Donc, pour faire l'action, c'est-à-dire soit aller chercher tel type de ressources ou aller construire en fait des cartes là, qui sont un peu l'attrait principal du jeu, je trouve. Là. Donc, des bas de laine, un toboggan, un foulard, etc. Donc, toutes des bonnes choses qu'on faut et le fun à avoir pour que la vie soit plus douce. Donc, c'est ça, c'est vraiment... Puis le jeu, tu sais, la variété aussi à cause que, bon, il y a des espèces de petits cartons qu'on change à chaque manche qui représentent une partie de la saison qui passe. Puis, sur chacun de ces cartons-là, il y a des nouvelles actions qui apparaissent à chaque fois. Puis ça, c'est un peu tiré aléatoirement. Il y a aussi une zone où on va aller chercher des capacités ou des effets, évidemment, des bonus. Certaines capacités peuvent être utilisées par l'autre joueur aussi si on l'achète. Donc, ça va nous donner des bonus à nous-mêmes. Fait que c'est ça. C'est tout simplement ça. Donc, le jeu en général réinvente pas la roue, mais le principe des dés est bien le fun, c'est-à-dire placement de dés avec cette zone-là d'inconnu à chaque fois de savoir qu'est-ce qui va sortir sur les dés blancs, quelles actions je vais pouvoir faire. Fait que c'est le fun, ce mix-là de stratégie, puis en même temps de bet, là, de jeu de hasard, dans le fond. Fait que le hasard n'est pas trop là, pas trop présent, mais juste assez pour qu'il y ait de l'inconnu dans ta game, puis que ça soit thrillant, tu comprends? Fait que, c'est ça. Fait que je suis bien content d'avoir essayé Creature Comfort. J'ai bien hâte de le faire essayer à ma blonde, d'ailleurs. Je suis content parce que mon frère me le vend, s'en départit. En fait, donc, je vais... parce que je le cherchais, justement, ce jeu-là, depuis un bout, puis, je le trouvais plus. Fait que, pour moi, je sais pas si ça a surpris les gens qui ont fait le jeu, qui se vendent autant que ça, là. Mais il me semble qu'il n'a pas resté ses tablettes longtemps, en tout cas, pas en français. Petite précision concernant Creature Comfort. Donc, quand on jette nos 2 dés, avant de jeter les dés blancs, on doit choisir les actions qu'on veut faire avant de savoir le résultat des dés blancs. Fait que c'est ça, je vous disais, le côté pousse-ta-loc, gager, qu'est-ce qui va sortir. Donc, c'est ça le trip, c'est d'aller décider à l'avance l'action qu'on va faire sans savoir ça va être le résultat des dés blancs. Donc, il est bien possible des fois que ça marche, mais d'autres fois que même si notre ouvrier est sur une zone, on puisse rien faire avec parce que les dés qu'on voulait sont pas sortis. C'est chiant, hein? Hey, je fais une parenthèse, là. J'écoutais tantôt, je sais pas si vous connaissez le compositeur Max Richter. Moi, c'est vraiment un de mes prefs, là. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé la musique d'ambiance, la musique de film. Donc, qui te met dans un mood, là, tout ça, puis qui te fait imaginer des histoires. Je suis de même, moi. Puis, Max Richter, en fait, j'ai redécouvert il y a pas longtemps. Ça s'appelle The New Four Seasons. Donc, c'est Max Richter qui a remixé à sa façon les 4 saisons de Vivaldi. Hey, c'est bon en taboire. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de musique-là. Sinon, allez pas là-dedans. Là. Mais si vous voulez un beau trip, là, vous avez une ride dans le char à faire puis vous voulez voyager un peu dans votre tête, là, checkez ça. Toute la musique de Max Richter, en fait, là, moi, j'adore ça. Il a fait beaucoup de trames sonores de films. Il a fait plein de compositions, tout ça. Mais en particulier, là, les 4 saisons de Vivaldi à la Max Richter, c'est vraiment malade. Fait que vous checkerez ça. Moi, j'écoutais ça tantôt puis je tripais bien raide. The New Four Seasons, donc de Max Richter. Bon, c'est l'heure de ma petite marche de santé. Marche printanière. Commence tranquillement à enlever des couches, mais en avril, ne te découvre pas d'un fil. Hein? Ça, on se l'a dit à tous les années. Puis on se tente pas. Avant de vous laisser, avec l'entrevue avec Édouard Tremblay, le réalisateur que j'ai pu interroger un petit peu pour le podcast, je vais vous parler d'un dernier jeu que j'ai joué pas plus tard qu'hier soir avec ma copine. Un jeu que ça fait un bon bout qu'on voulait jouer, bon bout qui était ses tablettes. J'avais déjà fait quelques parties de ça, mais pas avec ma copie à moi. Donc, ça s'appelle Crystal Palace. Crystal Palace. Crystal Palace.
Donc, un super jeu. Vraiment, ça, c'est un de jeux qui est dans mes préférés. Donc, c'est mon ami Francis et mon ami Marie-Claude qui m'ont initié à ce jeu-là. Donc, Crystal Palace, qui est un euro bien brassé, en fait. Et l'auteur de ce jeu, c'est Karsten Lauba, et illustré par Andrea Alemano. Donc, ça se passe fin 19e siècle, dans ce coin-là, 1800, fin 19e siècle, 1849, 1850, 1851, pour être plus précis, lors d'expositions universelles qui réunit des scientifiques qui vont présenter leur invention, donc leur brevet, leur prototype. Donc, ce jeu-là est un jeu modulaire. En fait, le plateau de jeu se trouve à être séparé en plein de petits plateaux qu'on met au centre de la table. Donc, selon nos caprices, on peut les disposer comme on veut. Puis, en fait, vous allez voir pourquoi j'aime beaucoup ce jeu. Et parce que ce jeu-là, c'est du placement de dés. Donc, chaque module va recueillir des dés où on va pouvoir faire nos actions. Ce qui se passe, en fait, c'est que ces dés-là, on ne va pas les lancer. On va choisir leur valeur. Donc, on part la game avec 4 dés chacun. Puis, on va choisir la valeur de ces dés-là. Donc, évidemment, plus le dé est élevé, plus l'action est forte. Mais ce qui se passe, c'est que plus on choisit, on va payer ces dés-là, en fait, avec notre argent qu'on a si durement gagné. Donc, si, mettons, tes 4 dés, tu as un total de 15, il faut que tu payes 15$. Une gay, là, tu sais, c'est ça qui est ça. Donc, m'en est un gars fait ce qu'il a à faire, puis il faut qu'il paye ses 15$. Donc, après ça, quand on a nos dés, là, celui qui a la plus grande valeur va être le premier joueur. Puis, à partir de là, chacun notre tour, on va aller placer nos dés sur les plateaux. Donc, sur les plateaux, on a des espaces pour placer les dés. La plupart de ces espaces-là vont avoir une valeur de dés imprimée dessus. Donc, il faut minimum cette valeur-là pour mettre un dé. Fait qu'habituellement, plus le dé est fort, plus il va être à gauche, autrement dit. Si ton dé est le plus fort, c'est toi qui vas commencer la première action sur ce plateau-là. Évidemment, les actions sont limitées. Donc, il y a des espaces limités pour chaque action. Fait qu'il y a même un plateau où, à 2 joueurs, on peut chacun placer un dé, mais il y a juste une personne qui va faire l'action. Fait que c'est de voir, OK, quel dé ton adversaire va mettre sur ce plateau-là. Il va t'en mettre un plus fort que toi. Automatiquement, s'il en met un plus fort, c'est lui qui va commencer. Donc, c'est lui qui va prendre la seule action disponible sur ce plateau-là. Fait qu'il y a tout ce jeu-là là, de gager ou d'essayer de prévoir ce que le joueur va faire puis quelle valeur de dé il va mettre sur un espace. Évidemment, si tu veux absolument faire une action, tu y vas full pin. Puis tu mets un dé qui vaut cher, mais c'est ça va te coûter de l'argent. Fait que, bref, il y a ça. Puis, en fait, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va aller acheter des personnages, en fait, qui sont des inventeurs. On va aller acheter des brevets aussi. Puis ces brevets-là sont reliés à des inventeurs, en fait. Fait que si tu as la chance d'avoir un personnage et un brevet qui lui appartient ou qui lui est lié, tu vas faire des points bonus. Donc, le personnage, lui, tu vas le payer. Donc, dans ce jeu-là, on paye avec surtout des engrenages et des lumières. Donc, 2 objets qui sont très, très importants lorsqu'on est des scientifiques. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va donc payer les personnages, mais les brevets, on ne les paye pas. Mais dès qu'on va les transformer en prototype, on va les payer. Donc, fait que c'est ça, on poursuit la partie comme ça. Il y a, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5 manches, je pense que c'est 5 ou 6. Puis, c'est un jeu qui, à 2, en tout cas, est d'une longueur très raisonnable. Tu sais, c'est genre, mettons, 1 heure quelques.
Puis, tout au fil de la partie, on va essayer de ramasser le plus de points possible. On a aussi notre plateau de joueurs. En fait, il y a plusieurs modules, puis il y a plusieurs façons là, de faire des points, évidemment, là, comme tout bon euro. Sur notre plateau de joueurs, on a des espaces sur lesquels on peut mettre des tuiles recherche. Donc, ces tuiles-là, on va aller les chercher par le biais d'une action. C'est des tuiles qui vont nous donner soit des bonus instantanés ou des bonus qui vont revenir à chaque fois qu'on fait la phase de revenu. Et puis, en même temps, en couvrant cet espace-là sur notre board, on s'évite d'avoir des malus à la fin de la game. Parce que chaque espace de recherche qui ne va pas être couvert à la fin de la partie, on va perdre, par exemple, 2 points. Donc, ce qui se passe aussi pendant ce jeu-là, c'est que l'argent vient vite à manquer. À moins d'être très économe, faire des petites actions qui valent pas cher, mais à un moment donné, faut que tu mettes ton pied dans la porte, comprends-tu? Fait que tu peux aller chercher des prêts. Donc, tu vas chercher un prêt. La banque va te passer 10$. Mais bon, ça va t'occasionner des malus à la fin de la game. Fait que si tu rembourses ton prêt, tu vas juste avoir moins 5 points de victoire. Puis si tu ne rembourses pas, moins 8 ou moins 10, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que toute la game aussi, c'est de voir, OK, je m'endette-tu, mais tu sais, je vais cartonner en même temps, faire full de points. Fait que même si j'ai des malus à la fin de la game, ça va pas me nuire tant que ça. Puis je pense un peu que c'est ça la game qui se passe, que si on est trop prudent, qu'on essaye de pas trop dépenser, puis ben tu sais, on fera pas grand-chose pendant la game. On va arriver à faire des affaires, mais tout va finir par être trop cher. Fait que, ouais, j'aimerais bien ça vous décrire chaque module en détail, mais je le ferai pas. C'est pas bien important, là. Mais c'est ça, l'ambiance du jeu est très le fun, là. C'est vraiment l'ambiance de les scientifiques qui se réunissent pour partager leur savoir et leurs inventions. Il y a aussi toute une piste qui appelle la piste du buzz. Donc, est-ce que tu crées un buzz autour de toi là, avec la publicité? Est-ce qu'on parle de toi? Tout ça. Fait que tu peux avancer tout au long de cette piste-là. Puis, encore une fois, en traversant certains jalons, ben, tu vas pouvoir, si tu veux, te créer des revenus qui vont revenir à chaque manche. Fait que c'est ça qui est le fun dans ce jeu-là en même temps, c'est que tu sais, quand on parle de nanan, il y en a beaucoup dans ce jeu-là. Fait que tu vas toujours aller te chercher des affaires par-ci, par-là. Il n'y a pas un tour qui est plate. Il y a toujours quelque chose que tu vas faire qui va te rapporter. Puis, une autre mécanique qui est bien le fun aussi, c'est que les cartes brevets, une fois qu'ils deviennent des prototypes, ils ont tous des effets, en fait, en bas de la carte. Même chose que pour les personnages, ça déclenche des effets. Puis, les prototypes, eux, l'effet, tu peux toujours ou souvent décider d'appliquer cet effet-là à une autre personne que toi. Fait que donc, il y a des effets qui sont positifs, il y a des effets qui sont so-so. Positifs, mais en même temps, il faut que tu payes. Donc, c'est intéressant, je trouve, parce que la plupart du temps, tu sais, l'effet, on va le garder pour nous. Mais on peut aussi dire, ben, l'effet, c'est toi qui le gagne, genre. Fait que je trouvais ça le fun. J'ai pas vu ça souvent dans des jeux. Tu sais, si tu veux, tu peux aider un autre joueur. C'est quand même nice, tu sais, dans le sens, tu as un joueur à qui tu joues, il n'a pas de fun parce qu'il est trop en arrière ou il trouve ça dur. Ben, si tu veux, tu peux offrir un effet à un autre joueur. Puis, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Donc, tu as le choix, tu sais, puis il y a des effets qui vont être semi-positifs, semi-négatifs, là. Fait que des fois, tu peux faire chier les autres avec ça aussi. Mais, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir d'avoir la possibilité, si tu veux, d'aider un joueur, même si tu es un contre l'autre. Hey, c'est vraiment un changement de paradigme incroyable. Bref, Crystal Palace, vraiment un super bon jeu. Il ne paye pas de mine, tu sais, dans le sens que il est pas lettre, là. C'est pas ça que je dis. Il est beau, les illustrations, tout ça, c'est... Puis toutes les inventions, le nom des inventions... Les personnages, là, c'est des personnages que des inventeurs qu'on connaît, là, et qu'on ne connaît pas et qu'on devrait connaître peut-être. Mais les inventions, tu sais, sont toutes originales, puis sont toutes le fun, puis mettons une carriole, pas de chevaux, tu sais, un compteur de pinte de bière, plein d'affaires de même. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que chaque carte... les inventeurs, comme les inventions, ils ont
un texte. En tout cas, il y a une description le fun, tu sais, qui est écrite en arrière de la carte. Fait que tu peux toujours lire tes cartes, voir c'est qui cet inventeur-là, c'est quoi cette invention-là, ça fait quoi. Fait que, tu sais, bien le fun, bien divertissant. Les tours sont pas longs. Il y a une super interactivité à cause du placement de dés. Tu es toujours en train de checker ce que l'autre joueur va faire. Le jeu est d'une bonne complexité. Il y a beaucoup de sortes d'actions que tu peux faire, donc qui sont toutes différenciées par chaque module. Ouais, je sais, je suis bien connu à cause de mon podcast. Là, le monde me klaxonne. C'est dur un peu, là, fatigant. Fait que c'est ça, c'est une bonne complexité. Fait que apprendre le jeu comme là hier, ma blonde avait déjà joué. Fait que tu sais, il y avait du familier quand même, puis mais quelqu'un qui n'a jamais joué, je me souviens la première fois que j'ai appris ce jeu-là, c'est sûr que je commençais ma vie de joueur de jeux de société, mais je trouvais que c'était assez coton. Tu sais, ça a l'air complexe au début, et finalement, c'est pas si pire que ça. Parce que l'iconographie est super bien faite, c'est très bien expliqué, c'est clair. Fait que c'est un jeu qui s'apprend somme toute très bien puis qui se retient bien aussi. Fait que moi, écoutez, je vous le conseille. C'est sûr que c'est un peu une boîte... bon, côté production, là, tu sais, c'est très middle of the line, comme on dit. Tu sais, il n'y a rien de cheap là-dedans, mais en même temps, il n'y a rien d'exceptionnel pour ce qui est des matériaux. Les meeples, par contre, sont super beaux. Toutes les meeples en bois, tout ça, c'est belle grosseur, belle solidité, tout ça, c'est très beau. La boîte est un peu un fourre-tout, mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu la plupart des jeux, c'est ça, c'est pas mal ça maintenant. On est pas mal habitué à ça. Puis, c'est ça, ça n'enlève rien au fait que moi, ce jeu-là, il est clairement dans mon top 10. Je pense bien. Fait que voilà pour ça, chers amis, ce qui conclut mes expériences ludiques pour ce 22e épisode. Je vous laisse maintenant avec Édouard, moi et Édouard. Donc, le film Farador qui sort très bientôt. Donc, vous avez peut-être entendu parler, là, tu sais, il y a quand même beaucoup de pubs par rapport à ce film-là, de ce temps-là. Un film québécois, ça parle de Donjons Dragons, mais ça se passe aussi dans le présent, là, tout ça, c'est comme des adolescents qui jouent à Donjons puis qui sont encore là-dedans. Puis là, il arrive des conflits dans leur vie. Bref, ça a l'air vraiment hot. Ça vient comme je vais en parler dans l'entrevue, là, le vidéo YouTube qui était bien populaire dans le temps, ça fait plusieurs années, qui s'appelait La bataille de Farador, où un gars retourne voir ses amis après plusieurs années pour prendre une bière, puis il réalise que ses amis sont encore en train de jouer à Donjon, puis il vient foutre la merde là-dedans. C'est vraiment drôle. Allez checker ça, cette vidéo-là, si vous ne connaissez pas, La bataille de Farador. Donc, Édouard Tremblay, qui est un réalisateur qui habite à Québec, il a réalisé aussi, co-réalisé, si je ne me trompe pas, Les Feuilles mortes. Puis, il faisait partie de la gang de Philactère Cola aussi dans le temps. Un bien bon yaoub, un gars bien smart, qui a accepté la petite entrevue. Fait que je vous laisse avec lui, puis moi, puis la boîte à pain. Puis je vous reviens pour le mot de la fin. Ben écoute, bienvenue, merci. Merci à toi. Tu dois être dans la promo par-dessus la tête de ce temps-là pour ton film, j'imagine? Oui. En fait, vu que c'est mon premier film tout seul, c'est la première fois que je vis ça, là, vu que c'est un film plus à grand déploiement. Là, quand j'avais fait Feuilles mortes avec Thierry Picarniard, on n'avait pas vécu ça parce que c'est un petit film indie sur le web, etc. Mais là, vu que c'est un film de cinéma puis tout, ben là, tous les médias s'intéressent un peu plus. Là. C'est cool, tu dois triper quand même, ça doit être le fun de vivre cette expérience-là. Ça fait un bout que tu fais ça, toi, là? Oui, ça fait 15 ans que je travaille sur le film, fait que 15 ans? j'ai décidé de vivre l'aventure au complet, là. Capoté. Puis tout ça, ça origine vraiment du vidéo sur YouTube, c'est tout ça, l'historique de Farador? Oui, dans le fond, pour faire une histoire courte, c'est que dans le fond, c'est ça, j'ai fait le court-métrage La bataille de Farador en 2005. Oui, OK, ça fait comme 16 ans de ça. Là. Exact. Puis c'est comme devenu viral sur le web alors que YouTube n'existait même pas. Là. Ça a fait une couple de millions de views sur Google Vidéo dans le temps. Ah ouais. Puis là, c'est ça. Le film a fait quelques festivals, on a gagné des prix du public.
Ce qui fait qu'après ça, j'ai commencé à écrire le long métrage, puis magasiner des producteurs. OK. Quand j'ai été voir Parallax, j'avais déjà une première version de scénario décrite. Ouais. Fait qu'après ça, ça a été le long chemin vers le financement, là. C'est vraiment ça qui a été long. Ah ouais, hein? Tu dirais que ça a pris combien de temps juste pour le financement du film? Je te dirais 10 ans. J'aurais pas pensé que ça avait été si long que ça. Tu sais, je savais que la vidéo datait de longtemps, mais je me suis dit, probablement que depuis, je sais pas, 4-5 ans, il s'est mis là-dessus, mais non, OK, c'est vraiment un travail de longue haleine, là. Oui, c'est ça. Il y a eu des multiples demandes à Téléfilm Canada puis la SODEC. Fait que, puis c'est juste il y a 3-4 ans que ça a débloqué, là. OK. Puis le tournage, lui, ça a été combien de jours de tournage, ce film-là? Je pourrais pas te dire le nombre exact, mais à peu près, mettons, 22, 24, à peu près. OK, quand même. Fait que ça a été fait assez vite, là. Oui. Ça, c'est pas... on n'avait pas des budgets faramineux non plus, puis c'est quand même une comédie fantastique avec... oui, c'est ça. Quelques effets spéciaux puis des trucs comme ça. Fait que, en plus, en temps de COVID, fallait faire tout ça très rapidement, là. Ah non, c'est clair. En fait, le tournage s'est fait sur 3 blocs. OK. Qui était divisé, c'était-tu pour les locations, en fait, que c'était divisé comme ça, ou... Oui, question de location, parce que on a des coproducteurs européens. Oui. Donc, il y a eu un bloc de tournage en France. OK. Fait qu'il y a eu 2 blocs de tournage au Québec, puis un bloc de tournage en France. Fait que c'est ça, c'était des questions d'organisation, d'organisation puis de financement, là. Ouais. Puis le tournage a-tu bien été? Ça a dû être un méchant trip? Oui, ça a été super. Le tournage s'est super bien passé parce que justement, avec toutes ces années-là, on était prêts. Puis tu t'es vraiment, entouré de belles et de bonnes personnes, là. C'est-à-dire que le cast est vraiment super, là. Je suis vraiment chanceux pour ça, là. C'est vraiment du monde de talent, là. Puis c'est un groupe qui, ensemble, forme vraiment une belle équipe, là. Ouais, vraiment. C'est fou, pareil. Je sais pas, toi, j'imagine que tu es un ancien joueur de Donjons Dragons. Est-ce que quand tu as fait le vidéo, la bataille de Farador, vous étiez tous des gamers, des geeks de jeux de rôle, ou pas vraiment? Pas vraiment dans le sens que j'ai joué quand j'étais au secondaire, mais après le secondaire, j'ai complètement arrêté. OK. Puis le court-métrage, c'était un peu comme si je retrouvais ma vieille gang du secondaire, puis eux avaient pas décroché. Oui. C'est ça. Puis moi, j'arrivais dans leur partie avec mon six-pack de bière en me disant, je vais jaser avec mes chums, mais non, eux autres, ils prenaient la game au sérieux. Ouais, c'est ça. C'est un peu la prémisse du court-métrage. Puis Ouais. c'est ça, je me suis mis à faire des films, je me suis mis à faire de la bande dessinée, je me suis trouvé une gang qui faisait les mêmes choses que moi avec Philactère Cola. Ouais. Et ça a été comme la fin pour moi des jeux de rôle. Ça m'intéresse encore, mais je suis comme un peu plus solitaire, là. Je joue à des jeux de rôle, mais sur mon PlayStation 4. Ouais, c'est ça. Nous, on s'est connus, en fait, les deux, t'es un gamer de jeux vidéo plus, là. Exact. C'est drôle parce qu'il y a comme je sais pas si tu as remarqué ça, mais moi, de mon bord, vu que, tu sais, moi, je joue plus à Donjon non plus, là, ça fait depuis le secondaire aussi, ou peut-être un peu plus, mais j'ai ma gang d'enfance, à un moment donné, on a arrêté de se voir, puis on a arrêté de jouer avec eux autres. Puis, tu sais, dans ce temps-là, Donjon Dragon, c'était très, un truc de nerd, un truc de, tu sais, vraiment de bébite, de graine un peu, tu sais. Puis, on dirait quand t'étais pas bon en sport ou en musique, tu jouais t'étais pas populaire, ouais, c'est ça. Exact. Tu t'échappais dans les univers où tu pouvais t'imaginer comme tu voulais. Mais on dirait qu'il y a eu une recrudescence de tout ça dans les dernières années. Tu sais, c'est comme devenu moins, plus, je dirais, mainstream, là, Donjon, un peu comme quasiment... La culture geek, en général, je pense qu'elle est devenue mainstream, parce que il y a une grosse couche de la population qui s'identifie comme geek, puis veut pas, c'est un pouvoir économique aussi, là. Ah oui, absolument. Tout le monde travaille dans les jeux vidéo, travaille dans 3D, dans le CGI, dans des trucs comme ça, et autres aussi. Là, alentour, je dis pas juste que c'est le monde qui font des jeux vidéo, qui jouent à des jeux de rôle, là, mais je parle de la culture geek en général, là, que tu sois un fan de Star Wars, de super-héros, de manga, de n'importe quoi. C'est devenu pas mal mainstream. Ouais. C'est sûr que des œuvres, des séries comme, mettons,
Stranger Things ou justement des films de Donjons et Dragons, des trucs comme ça ont rendu ça un peu plus populaire. Ouais, cool, en guillemets. Exact. Puis en temps de COVID, en plus, quel meilleur, tu sais, c'est une excellente façon d'avoir une certaine petite vie sociale, parce que là, maintenant, les gens jouent par ordinateur avec leur laptop, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, non, vraiment, parce que, tu vois, moi, je suis plus maintenant dans les jeux de société. Puis, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un lien à faire entre ça puis Donjon, là, c'est pas loin, parce que c'est du jeu de table, là, pareil, même si c'est... Mais c'est ça, il s'est passé exactement la même chose là, avec les jeux de société, comme une espèce de... Il y a eu une explosion, là, à chaque fois que je vais dans les magasins de ça, il y a des jeux de tout à cette heure. C'est incroyable, ouais, vraiment. Avant-hier, j'étais au Valet de Cœur à Montréal, puis il y avait même des jeux de table où tu joues dans un télénova mexicain. C'est comme un jeu de rôle où tu joues des comédiens dans un télénova mexicain. Oui. Il y a de tout. Là, même tous les films ont leur jeu de table maintenant. Là. Exactement. Ben oui, Last of Us est sorti. Ouais, c'est ça. J'ai vu des jeux de table de Back to the Future, de Jaws. Ouais, exact. Ouais. Est-ce que tu joues un peu une fois de temps en temps des jeux de société ou... Seulement quand je vais chez des amis qui, eux, jouent, ils réussissent parfois à m'embarquer, mais je te dirais que je ne traite pas tant que ça là-dessus. Ouais. Moi, je joue à un jeu où ça prend 1 heure d'explication avant, je suis un peu. C'est clair. Puis comme je dis, je suis un peu plus solitaire, donc vraiment les jeux vidéo, pour moi, c'est Ouais, exact. Ouais. C'est sûr aussi que moi je joue encore aux jeux vidéo, un peu moins depuis que je joue plus aux jeux de société, mais c'est sûr que c'est plus ça s'organise mieux. Là, tu veux jouer, tu as juste à t'asseoir devant ta télé, tu n'as pas à organiser une game, là, dans le sens que moi, c'est un peu pour ça en fait que j'avais arrêté aussi de jouer à Donjon, c'est que à un moment donné, tu deviens adulte, tu as des responsabilités, puis organiser des games, ça devient super compliqué des fois. Là. Exact. Ouais. Moi, c'était vraiment, c'est ça, quand j'étais ado puis je jouais à ça, j'attendais d'avoir 18 ans pour pouvoir sortir d'un bar. Même quand j'avais 18 ans, j'avais l'air d'en avoir 14, fait que ça a toujours été compliqué au début. OK. Par contre, le fait que j'ai joué à Donjons et Dragons quand j'étais ado, c'est pas tout à fait abstrait avec ce que je fais aujourd'hui. Non, justement, j'étais un DM, je dirigeais des joueurs. Fait qu'aujourd'hui, je suis un réalisateur, puis je dirige des comédiens, fait que c'est un peu dans le même genre. Ah oui, absolument. C'est sûr qu'il y a des liens à faire. Là. Moi, j'ai fait beaucoup de DM aussi, tu sais, puis à un moment donné, c'est carrément ça, là, c'est une mise en scène, tu t'organises ton histoire, tes personnages, tout le kit, c'est très... oui, il y a des liens à faire, c'est clair. Là. Puis, y a-tu du monde dans ton équipe ou tes comédiens principaux qui est un peu familier avec cet univers-là, ou c'est vraiment du monde qui sont arrivés... C'est tous des comédiens qui avaient déjà joué, eux aussi, quand ils étaient ados, mais qui avaient arrêté parce qu'ils se sont mis à faire du jeu puis faire d'autres choses. Là, mais c'était tous des gens qui avaient quand même une certaine base dans cet univers-là. Ouais. Donc, c'était facile un peu d'entrer dans cet univers-là parce que quand t'as déjà joué une couple de fois, tu comprends le trip. Non, c'est ça. En fait, moi, j'ai pas vu le film parce que j'aurais pu le voir. Je m'étais fait envoyer un lien. Puis là, le lien n'a pas fonctionné, mais comme après coup, je me suis dit, on dirait que ça me tente pas. J'ai vraiment le goût de le voir sur grand écran en premier. C'est la meilleure expérience que tu peux pas avoir, justement. Moi, je viens de faire un podcast, puis les gars l'avaient vu sur un laptop ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme t'as pas le trip maximum. Le trip maximum, c'est quand t'es dans une salle avec ta gang, puis tu manges du popcorn, puis tu rigoles. Non, mais ça... Alors, c'est ça. C'est un peu comme une dernière expérience de cinéma que j'ai eue vraiment marquante. Moi, c'est Dune. Puis, tu sais, j'étais tellement content de l'avoir vu avec tout le gros kit, l'écran, le son, je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'expérience de laptop, effectivement. C'est sûr que... C'est ça, moi, ma grande peur, c'est d'un jour de croiser quelqu'un et il me dit « Hey, j'ai vu ton film. » Ah ouais, cool, quand? Ah, j'ai vu ça dans l'avion. Ah, man. Oui, c'est ça. Avec les bruits de moteur du jet en arrière, pis tout. Ouais. Fait que c'est ça. Je l'ai vu sur la toilette sur mon téléphone. Toi, c'est ça, t'as fait Philactère Cola. Ça, c'était tourné à Québec, hein, cette série-là? Ouais. Vous étiez... c'est ça, on était 8 BDistes. OK.
on était un groupe de 8-9 là, avec le Ah musicien. ouais. Oui, puis en fait, on faisait de la bande dessinée, puis on a commencé à faire une émission informative sur la bande dessinée à la télé communautaire de Québec. Ouais. Puis à un moment donné, on a bifurqué à juste faire des sketchs, puis faire de l'humour disjoncté un peu plus, puis des univers, puis des trucs comme ça. Ouais. Puis c'est là qu'on a eu 2 saisons à Télé-Québec. OK. Puis justement, quand après 2 saisons, ben là, l'émission a été annulée à Télé-Québec. Ben, moi, j'étais scénariste un peu plus sur Philactère Cola, fait que je savais pas comment réaliser, puis je savais pas comment monter du montage vidéo. Puis j'ai décidé de me joindre au mouvement Kino, parce que c'était un mouvement où justement tu pouvais faire des courts-métrages, puis apprendre essai-erreur, puis des trucs comme ça. Puis là, c'est là que j'ai fait ma série Tom et ses chums, dont La bataille de Farador est le 7e épisode. Mais OK, ouais. ça, tous ces sketchs-là, puis ces courts-métrages-là que j'ai fait, c'était vraiment dans le but d'apprendre à réaliser et à monter. Puis là, après ça, ben, ça m'a donné des jobs en publicité, puis j'ai commencé à faire des courts-métrages. Jusqu'au moment où de faire mon long-métrage avec mes chums, Le Feuille Morte, et aussi de travailler en parallèle sur Farador. Ouais. Fait que tu t'intéresses quand même, je dirais, aux univers un peu de fiction, pas de fiction, mais c'est sûr la fiction, mais je veux dire fantastique ou un peu décalé de la réalité, parce que Les Feuilles Mortes, c'est un truc un peu post-apocalyptique, si je me trompe pas. Exact. Ouais. Ben, moi c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime aller voir au cinéma. J'aime beaucoup le cinéma de divertissement, mettons. Ouais. Je trouve des drames super bons, puis je trouve ça cool qu'il y en a. C'est juste que c'est pas ce que je consomme généralement au cinéma. Ouais. Quand je vais au cinéma, c'est pour aller voir du grand spectacle. Les films plus indie ou les drames plus hermétiques, mettons, je les écoute sur une TV tranquille dans mon salon, mais quand je vais au cinéma puis je me paye un billet de cinéma, ben c'est surtout pour aller voir des blockbusters. Ouais, des shows, là. Exact. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus gros défi, tu dirais, pour Farador, étant donné que c'est un film, c'est un film d'époque, c'est du fantastique, tu sais, c'est en partant, tu te dis, OK, c'est une grosse job qui m'attend ou? Ben, l'important quand tu fais un film dans ce genre-là, ou n'importe quel film, dans le fond, c'est d'avoir un bon scénario solide à la base, ça c'est sûr. Ouais. Mais aussi d'être conscient de tes moyens. Mm. Moi, je savais que j'avais pas les moyens d'un film américain. Donc, c'est bien évident que j'allais pas m'attendre à avoir des méga effets spéciaux de la mort tout le long du film, etc. Dans le fond, Farador est une comédie fantastique, puis ça se passe le 2/3 du temps dans la vraie vie. Mm-hmm. Et des fois, il y a des incursions dans le monde de Farador, puis c'est là que je déploie un peu mes moyens, mes effets spéciaux, puis des trucs comme ça. Et encore là, je l'ai fait de façon assez sobre pour que ça rentre dans mon budget. Et le fait que ça soit une comédie, ben c'est beaucoup plus permissif de faire des effets un peu plus maison, de pas faire des longs plans de séquence avec 8 explosions, ça sert à rien. Puis un gros dragon en CGI qui traverse le ciel. Exact, comme ça, j'aurais pas pu me le payer parce que justement, le dragon en CGI, ça coûte cher, puis si tu le fais mal, ben ça vieillit très mal. Oui. Fait que j'ai été vers d'autres moyens un peu plus artisanaux. OK. Puis ben c'est ça fonctionne parce que c'est une comédie. Mais si j'avais fait un film sérieux, c'est sûr que beaucoup de choses qui auraient eu l'air vraiment cheap. Mais là, parce que c'est une comédie, ben là, c'est super cool. Puis tu sais, les effets sont quand même très bien foutus. Très bien foutus pour un film québécois. Ouais. Ah, c'est cool. Fait que c'est vrai que ça te donne des permissions, là, le fait que ce soit pas un film qui se prenne totalement au sérieux, disons, là. Exact. Hey, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que je vais triper en salle. Et en plus, c'est ça, c'est le fun quand on connaît du monde là, dans l'équipe qui joue. Là, le monde, on va avoir un gros fun noir à faire ça, c'est clair. Puis c'est drôle parce que je me trompe-tu ou il y a un autre film, Donjon Dragon, qui est sorti ou qui va sortir en même temps? C'est comme... il est déjà sorti. Il est sorti la semaine dernière, je pense. Puis oui, c'est ça. C'est vraiment un hasard. Là. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur mon film. Je ne peux pas prévoir que le même mois que je sors mon film, il y allait avoir un film de Ben non. Ça arrive souvent des affaires de même, on dirait. C'est comme si... on dirait. Ouais. C'est comme dans l'air du temps. Fait que là, le film, il sort... c'est quoi la date officielle de la sortie du... C'est le 21 avril. OK. Mais la semaine prochaine, là, il y a toutes des tournées. Là, il y a une genre de pré-lancement à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau. OK.
OK. Fait que là, j'imagine que ton prochain, idéalement, il prendra pas 15 ans à sortir. Ben, c'est garant du succès du premier, naturellement. Ouais. Je vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que je sais pas. J'ai hâte de voir la réaction du public. Mm-hmm. C'est un film grand public. Jusqu'à date, tous les screenings qu'on a fait, les gens aiment bien. Ouais. À savoir si le public général va suivre, ben là, on va le savoir juste le 21. Ouais. Mais jusqu'à date, tu vois, on vient de gagner le prix du public au Festival de Dieppe en France. Fait que même en France, il trippe. Ah ouais, c'est cool. Puis j'imagine que c'est ça, c'est un film, c'est très grand public, là. C'est ça qui est cool aussi, là. Tu sais, ça va attirer toutes sortes de personnes, là. Ça, c'est clair, là. Ben, c'était un peu le gros défi du film. C'était de vulgariser assez l'univers fantastique pour que n'importe qui puisse comprendre, que ma mère puisse suivre le film. C'est un peu ça. Ouais. Parce que c'est ça, c'est pas un film uniquement sur les jeux de rôle. C'est un thème beaucoup plus large. C'est comme je le dis souvent, c'est vraiment l'amitié. Exactement, c'est un film sur l'amitié, sur les ambitions, sur la poursuite du bonheur. Oui. C'est des thèmes beaucoup plus généraux auxquels tout le monde peut s'identifier et donc avoir de l'empathie pour les personnages. Sinon, tu games-tu encore un peu jeux vidéo ou t'as mis ça de côté? Oui? OK. Dès que j'ai un peu de temps, c'est ma façon de relaxer, mettons, là, quand je rentre de travailler. À quoi tu joues de ce temps-là? De ce temps-là, je joue à Ghost of Tsushima. Ouais, OK, ouais, il paraît qu'il est excellent. Fantastique, oui. Puis là, en plus, cinématographiquement parlant, je pense que moi, je me suis mis le filtre Kurosawa. OK. Comme un vieux. Puis, tu sais, je le joue en japonais, sous-titré en anglais. Ah, excellent. Il y a vraiment une belle immersion, des beaux graphiques. Ouais, vraiment. C'est un jeu qui a un beau pacing. Ouais. Moi, j'aime beaucoup jouer des jeux en coop. Malheureusement, ce jeu-là n'est pas en coop. Fait que je suis souvent je joue plus à Deep Rock Galactic en gang. Puis quand je suis tout seul, je joue à Tsushima. Deep Rock Galactic, ça, c'était pas des nains, c'est ça? Ouais, qui minent. C'est ça. Des nains dans l'espace qui minent des planètes. C'est super kitsch, c'est super simple, mais écoute, c'est pas casse-tête, là. Tu te branches avec 2-3 chums, puis tu mines des trucs, puis pendant ça, tu jases, puis c'est pas cérébral, puis c'est pas compliqué. Il y a quelque chose de magique avec ce jeu-là qui fait que, c'est quasiment comme prendre une bière avec tes chums au bar. Tu ouvres une bière, tu mets ton micro, puis tu jases avec le monde, puis en même temps, on pioche du minerai. Là. Ouais, OK. En option, mettons, à côté. En option, exact. Bon, ben, all right. Hey, un gros merci d'être passé sur l'épisode. T'es bien fin, mon gars. Merci beaucoup à toi. Yes, fait que je te souhaite le meilleur des succès avec Farador, puis j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Merci beaucoup, Nick. À la prochaine. OK, bye-bye. Salut. Ben voilà, gang. Ça fait le tour pour épisode 22. J'espère que vous avez apprécié l'épisode puis l'entrevue que j'ai eue avec le réalisateur de Farador. Juste avant de vous laisser, parlant cinéma, je suis allé voir un autre film. Ça s'appelle Le Plongeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça sur grand écran si possible. C'est vraiment excellent. Je peux vous dire entre parenthèses que je vous parle souvent de Francis, mon ami Francis. Lui, il fait pas juste jouer à des jeux dans la vie, il a un travail aussi, puis son travail, c'est aussi de réaliser des films. Fait que des films, des émissions, plein d'affaires. Puis Le Plongeur, c'est son dernier film qu'il a fait. Puis c'est excellent. Fait que je fais une grosse publicité sale pour Francis, mais ça vient du cœur parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un super de bon film québécois. Donc, manquez pas ça. Fait que sur ce, gang, je vous dis au revoir, bonne semaine, puis à très bientôt, bon jeu, et voilà, c'est fini le podcast. Au revoir, bye, salut. Crystal Palace, le Palace, Crystal Palace. Jeux confidence à commercial gmail.com